nous avons cette spécificité dans les thérapies de couple de prendre en charge à la fois l'entité couple, cette dyade, mais également, en tout cas dans mon protocole de soins, et c'est un protocole souvent répandu, de pouvoir aussi suivre ces mêmes deux composants du couple de manière individuelle. Donc on va voir comment ça se présente. Et une des spécificités, c'est que justement dans ce cadre individuel, eh bien, le secret souvent se libère, et de savoir en tant que thérapeute comment gérer du coup cette situation. Donc je vous propose de parcourir tranquillement d'abord le cadre général du secret. On va regarder les bases déontologiques et légales du secret selon les professions. Alors le secret médical chez les médecins et les psychiatres couvre de manière totalement absolue et générale tout ce qui a été vu, entendu, compris ou découvert. Pour les psychologues, on a un cadre déontologique naturellement, et les psychologues sont soumis au secret professionnel avec l'article 226-13 du Code pénal, et aussi au devoir de discrétion qui est très intéressant, qui fait partie du Code de déontologie des psychologues. Il s'agit finalement d'une obligation qui va protéger à la fois le patient et donc donner un cadre de confiance, et le professionnel, puisque là on aura un cadre de travail sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Alors, quid du secret pour les sexologues? Les sexologues cliniciens ont maintenant finalement la possibilité d'obtenir, grâce au syndicat, un numéro ASENOS, mais néanmoins, la sexologie, vous le savez, et c'est triste pour nous, reste une profession non réglementée. Alors, quid du secret dans ce cadre-là? Le secret va dépendre de la formation initiale et du code de déontologie auquel le thérapeute est soumis. Et dans les cas des sexologues cliniciens exerçant sans titre protégé, c'est-à-dire qui ne seraient par exemple en reconversion, qui n'auraient pas ni le titre de médecin ou de psychologue, eh bien, on a un cadre un peu flou, et on peut dire que leur obligation est éthique et contractuelle, puisqu'il y a un contrat de soins qui se met en place. Peut-être aussi qu'on pourrait dire, en tout cas moi c'est mon avis, je ne sais pas quel est le vôtre, mais qu'on pourrait très bien se référer au cadre des psychologues pour gérer cette situation. Oui. Est-ce que tu veux dire dans le secret, par exemple, tu vois de la violence Exactement. On va voir les autorisations à révéler, les obligations aussi à révéler. C'est bien ça. Donc, dans le cadre légal, toujours, c'est un point assez essentiel pour comprendre les limites du secret professionnel, justement. Alors, on a des cadres différents et, par exemple, des autorisations de révéler dans un cadre de secret qui pourrait être levé ou partagé. Toujours avec l'accord du patient, le professionnel pourra révéler une information si le patient l'y autorise expressément et par écrit. Dans le cadre de la recherche de continuité et de qualité de soins, un secret pourra être partagé au sein d'une même équipe ou avec d'autres professionnels de santé en informant toujours le patient. Évidemment, cette notion peut être très utile en thérapie de couple où deux thérapeutes travaillent ensemble. On a également des obligations, c'est ça à quoi tu faisais référence Nathalie, les obligations à révéler. En particulier en cas de protection de l'enfance, une obligation de signalement en cas de sévices, de privation ou d'atteinte sexuelle sur mineurs ou des personnes incapables de se protéger, des personnes vulnérables. Une obligation à révéler aussi en cas de péril imminent. Et là, vous avez la possibilité, et même l'obligation, mais on l'a mis sous possibilité. J'ai fait des recherches sur le sujet, parce qu'effectivement, il faudrait que chaque thérapeute puisse évaluer l'imminence du danger. Donc, possibilité de signaler un danger grave et imminent pour la personne elle-même, par exemple en cas de crise suicidaire, ou pour autrui,
avec le risque de violence grave ou d'atteinte à l'intégrité physique. Une obligation à révéler qui peut arriver également en cas de témoignage en justice. Les recommandations sont les suivantes. En fait, un thérapeute qui sera cité à témoigner, bien sûr, devra se rendre à la convocation et en première intention, invoquer le secret professionnel et ne révéler ses connaissances que lorsque la loi l'y oblige expressément et non par simple citation. Et moi, ce que j'ai appris aussi pour avoir été témoigné, c'est que tu réponds aux questions. Ouais. C'est répondre aux questions, en fait. Strictement. Et strictement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de la révélation d'un secret dans le cadre de la consultation? On va prendre un mini-temps pour définir un secret en contexte thérapeutique. Le secret qui est une information détenue par une seule personne, le porteur du secret, et éventuellement le thérapeute, et c'est bien tout l'enjeu dans les thérapies de couple, mais qui sera inconnu de l'autre partenaire ou du monde extérieur. La révélation est souvent vécue comme dangereuse ou douloureuse, et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu lieu jusqu'à ce temps de la révélation dans le cadre bienveillant et plein de sécurité que vous apportez. J'ai fait un petit tour aussi sur les fonctions du secret, puisqu'évidemment, le secret sert en première instance de protection. Il peut par exemple maintenir une façade sociale, protéger l'image de soi ou de l'autre, se protéger d'une souffrance aussi. C'est également un moyen de pression et de contrôle, puisque cette information détenue peut maintenir un pouvoir dans la relation. Enfin, le secret peut également constituer vraiment une organisation au niveau de l'identité même du patient ou de la patiente. Le secret va participer à la construction de l'espace psychique individuel. Les différents types de secrets dans les couples. Ils ont été classés, on va dire, en fonction des thèmes, pas forcément en fonction de leur prévalence. Les secrets liés à l'infidélité ou à la trahison, avec des infidélités physiques ou émotionnelles, passées ou présentes, qui seront toujours actives ou non. Des comportements compulsifs, par exemple avec de la masturbation compulsive, mais c'est tout type de dépendance aussi. Les secrets liés au passé personnel de la personne, des événements traumatiques par exemple, comme des abus dans l'enfance qui ne sont pas toujours révélés. L'histoire relationnelle importante pour le ou la patiente. J'ai ainsi une patiente qui avait oublié de mentionner une rupture très importante pour elle. Ça peut être des mariages, des fiançailles qui passent sous silence, et même parfois des enfants. Des problèmes légaux ou professionnels, comme par exemple, je ne sais pas moi, un chômage qui a été, ça je l'ai vu aussi, la personne, elle a, en l'occurrence c'était une rupture d'études, elle a juste oublié de dire qu'elle n'avait pas été reçue à ses examens. Et au moment du mariage, quelques années plus tard, donc cette personne faisait semblant de faire ses études, était très 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 cultivée, parce que passait ses journées à lire et à la bibliothèque de la fac où il n'était plus inscrit en fait. Et c'est au moment du mariage où sa fiancée s'est aperçue, elle étant devenue avocate, que lui était resté en deuxième année. Les secrets liés à des besoins ou à des sentiments actuels, c'est des secrets qui souvent sont gardés par peur du conflit ou du rejet. On peut dissimuler ainsi l'insatisfaction dans la vie sexuelle, par exemple, ou dans la vie conjugale ou familiale, des problèmes en lien avec le désir. On peut passer sous silence, puisque le secret, c'est aussi ça, c'est oublier de dire, c'est l'omission. Un détachement émotionnel qui se met en place.
Des secrets pour protéger l'autre d'une souffrance. En lien, quand j'ai écrit ça, j'ai pensé par exemple à une femme qui n'avait pas parlé de son diagnostic de cancer. Les secrets de vie privée, financière ou professionnelle, ce sont des secrets qui vont affecter l'honnêteté dans la relation et dans la gestion de la vie commune, en particulier des secrets financiers, par exemple des dettes, et des secrets professionnels, chômage ou autres. L'impact des secrets en thérapie. En thérapie de couple, les secrets sont catégorisés en fonction de leur impact sur le système couple. On va avoir des secrets réputés très toxiques puisqu'ils vont mettre vraiment à mal la confiance, qui peuvent entraîner, une fois révélés, une rupture de la confiance et éventuellement du lien également. Des secrets qui vont créer de la pathologie, des symptômes psychosomatiques, des dysfonctionnements dans la relation, mais évidemment des dysfonctions également dans la vie sexuelle. Et puis enfin, des secrets qui peuvent aussi mener à l'échec de la thérapie de couple, car elle base la prise en charge, votre prise en charge, sur une fausse réalité. En général, ce sont d'ailleurs des thérapies qui n'avancent pas. Quelle serait la posture du thérapeute ? La gestion du secret est intimement liée à la qualité de la relation thérapeutique. Vous connaissez tous ça par cœur, écoute, bienveillance, écoute active, le non-jugement, l'idée d'une neutralité toujours relative, on le sait, mais voilà, le plus possible, on va dire. C'est peut-être plus un non-jugement qu'une neutralité finalement. L'alliance thérapeutique, qui est un accord mutuel avec un contrat thérapeutique entre le patient ou le couple, l'entité couple, et le thérapeute. Et finalement, c'est cette solidité de l'alliance qui pourra permettre de gérer au mieux la révélation du secret et cette question. Un petit mot peut-être sur les spécificités de la prise en charge des couples, puisque dans le cadre de la thérapie de couple, on travaille sur le bien-être du système conjugal et de la relation de couple. On prend donc en charge le système dans son entité, dans son entièreté. Et cette approche thérapeutique ne prend donc pas simplement en charge un seul individu. La prise en charge va se faire habituellement en couple, mais également en individuel. Alors on a dit que ça dépend des modèles théoriques dans lesquels on se trouve, bien sûr. Mais même, finalement, dans ton intervention ce matin, tu disais au moins un petit quart d'heure, quoi. Enfin, je les vois aussi en individuel. Donc, même dans le cadre analytique, on peut être amené, on doit souvent être amené à avoir les patients au moins un petit instant. Et puis, vous le verrez, c'est-à-dire que même si vous ne les voyez qu'en couple, eh bien finalement, il va y avoir un petit temps d'aparté. Vous voyez, quand par exemple, vous les raccompagnez à la porte, et puis là, ils vont vous glisser un petit truc qui est vraiment totalement personnel. On rentre aux toilettes. On rentre aux toilettes aussi. Bref, toutes les opportunités sont saisies par les patients pour trouver un petit espace d'individualité alors qu'ils sont pris en charge en couple. Le thérapeute va donc avoir, dans tous les cas, quel que soit le modèle théorique, une double responsabilité éthique envers chaque individu et vis-à-vis du couple en tant qu'entité. Et c'est là où on retrouve le dilemme potentiel du secret, s'il y a secret et sa révélation. Si un des membres de la dyade révèle au thérapeute un secret majeur qui compromet la thérapie, par exemple une infidélité, le thérapeute détient une information vitale pour l'autre et pour le couple, mais reste lié par un secret individuel. Et le thérapeute se trouve souvent dans l'inconfort de cette double contrainte. La conduite à tenir. Alors bien sûr, vous allez l'enrichir grâce au partage qu'on pourra faire dans un instant, et même maintenant si vous le souhaitez. C'est juste des pistes de réflexion, bien sûr.
je me suis dit qu'il y avait certainement la nécessité de poser le cadre thérapeutique et en particulier un terme qui est anglais mais qu'on pourrait traduire, qui s'appelle le No Secret Policy. Dès la première séance, le cadre de la thérapie devrait idéalement être posé. De même que vous parlez de plein de choses. Par exemple, moi, je pose le fait que c'est une thérapie de couple et que dans mon cadre, je vais sans doute être amenée, donc il n'y a pas de notion de c'est ta faute ou tu portes plus de responsabilité, je vais être amenée à vous voir tous les deux et pour ne me mettre aucune pression, je ne m'engage pas à aller voir un temps strict, c'est-à-dire si je te vois une fois, je te vois l'autre, je verrai aussi le conjoint, la conjointe une fois strictement. Donc c'est finalement mon choix, ils sont informés et ils sont aussi informés dans ce cadre que finalement si un secret est révélé individuellement, il sera certainement discuté s'il impacte la thérapie et également la possibilité que la thérapie de couple ne soit plus le cadre idéal. Parce que si je ne peux pas travailler en thérapie de couple, ben finalement, il serait sans doute plus sage, en tout cas pendant un temps, de travailler en individuel, de faire bouger finalement ces personnes en individuel avant de les reprendre en couple. Le rôle du thérapeute n'étant ni d'être un allié individuel, ni un juge, mais un facilitateur dans la communication du couple. Alors, plusieurs réactions face à la révélation, bien sûr. Travail en individuel avec le porteur du secret ou la porteuse du secret. Plusieurs attitudes possibles. Bien sûr, en tant que thérapeute, vous allez reconnaître et valider l'émotion. Vous allez valoriser l'expression de la confidence. Et puis le rappel du cadre et de l'impasse clinique que peut amener le maintien du secret. Une exploration avec un travail sur les émotions négatives qui maintiennent également le secret, c'est-à-dire les raisons de la non-révélation jusque-là au partenaire. En deuxième phase, la phase d'accompagnement de la révélation. L'objectif, si le secret impacte véritablement la thérapie de couple, sera de trouver une manière et le moment de la révélation au partenaire lors d'une prochaine séance commune. Et le thérapeute va pouvoir accompagner la révélation, mais cette révélation ne se fera pas à la place du patient. Le thérapeute peut aider le patient à choisir ses mots pour être entendu et anticiper la réaction de l'autre. Je vous donne un exemple que j'ai eu très récemment où j'ai vu un couple arriver pour une inhibition du désir. Et quand j'ai pris madame en individuel, on a posé les choses parce que je la sentais vraiment très, très à distance et je n'avais pas vraiment l'impression qu'elle avait très envie que son désir revienne et qu'il puisse revenir. Donc, on a posé les choses tranquillement en disant « Finalement, est-ce que vous avez envie d'avoir envie ?» Et puis là, elle m'a dit non, mais pas du tout en fait. J'ai vraiment pas du tout envie, sauf que je ne sais pas comment le dire. Et puis, j'ai eu un flirt, une relation même qui s'est un petit peu installée. Et puis, j'étais bien dans cette relation. Donc, cette relation a été éphémère, mais elle a été vraiment totalement révélatrice du fait que je me suis sentie vivante avec cette autre personne et que je suis en train de dépérir avec le partenaire que j'ai actuellement. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on a un enfant en commun, donc il y avait plein de culpabilité, plein de difficultés. Et puis, elle avait peur qu'il ne s'effondre. Bon. Donc ça, c'était le cadre. En accompagnant cette patiente, on a pu considérer que lors de la prochaine consultation de couple, je pourrais éventuellement ouvrir le sujet, ce que je fais souvent d'ailleurs. C'est-à-dire que pour moi, la thérapie de couple, ce n'est pas forcément 100% de chance de réussite, je ne suis pas marabout, enfin voilà, de retrouver l'être aimé. Donc, très clairement,
on travaille sur la communication, on travaille sur les dysfonctions sexuelles qui sont souvent liées, et puis ça va nous permettre ça va permettre au couple de choisir finalement s'ils poursuivent la route ensemble. Et donc là, j'ai juste fait une ouverture dans la consultation qui avait lieu une semaine après en disant, ben voilà, où est-ce que vous en êtes? Vous avez finalement tous les choix aujourd'hui. Et là, elle s'est précipitée sur la chose pour dire, oui, c'est vrai, j'ai quelque chose à te dire. Et je souhaiterais... en fait, on en a déjà parlé plein de fois, mais tu ne m'as jamais entendu. Et j'aimerais qu'on soit des bons parents. Voilà, mais peut-être que finalement, ce lien conjugal qu'on n'a plus d'ailleurs vraiment, en tout cas, il n'est plus sensuel, il n'est plus érotique, peut-être qu'on pourrait juste dire que ça a été un moment très bien et puis qu'on arrête là. Bon. Dans cet exemple, ce qui a été très bien finalement pour le patient, donc elle était vraiment soulagée de pouvoir ne pas jouer un double jeu. Et lui, après avoir vraiment eu besoin d'un temps de reformulation, c'est-à-dire j'ai vraiment repris en miroir les mots de sa femme en disant, ben voilà, là, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que ça fait? Et finalement, à la fin de la consultation, elle est partie la première et lui m'a remerciée et il m'a dit, écoutez, merci, parce que grâce à cette révélation, je sais que je dois faire mon deuil, ça va prendre du temps, mais en tout cas, je sais où je vais et je vais mieux. Parce que j'avais un gros inconfort depuis des mois. Les réactions face à la révélation. La partenaire peut accepter de révéler, du coup, on l'a dit, là c'était le cas, et la thérapie de couple sera alors un nouvel espace pour accompagner l'éventuelle crise conjugale. La partenaire refuse de révéler, et dans ce cas, la thérapeute ne pourra plus travailler en thérapie de couple, mais éventuellement dans un autre cadre, en individuel, et éventuellement réadresser aussi à d'autres professionnels de santé. Oui ? Bien sûr. Quand tu proposes l'autre cadre, comment tu l'expliques alors que tu ne peux pas dire un secret? Alors oui, c'est vrai, c'est très intéressant. En fait, tu vas juste dire que au vu de ce que tu vois et de ce que tu entends, et puis dans tous les cas, la thérapie, elle n'avance pas, donc ça justifie aussi le fait qu'il y ait bien un problème. Bon, alors tu peux exprimer qu'il y a une limite là dans le travail en thérapie de couple et qu'un travail en individuel serait sans doute bénéfique. Et c'est tout simple parce que s'il y avait des progrès, la question ne se poserait pas. Donc, si le partenaire refuse de révéler, effectivement, le thérapeute ne pourra plus travailler en thérapie de couple, puisqu'on ne peut pas se charger d'un secret de ce type, qui serait un biais trop grand dans l'accompagnement. Le secret met donc à rude épreuve les thérapeutes. On peut souffrir d'un contre-transfert en fonction de la nature du secret. L'impact du secret au niveau émotionnel pour le thérapeute peut être vraiment très très difficile à vivre. On souligne aussi le risque d'épuisement professionnel, de fatigue compassionnelle, enfin bref, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, ça fatigue énormément. Et j'ai des études, j'ai pas noté la référence, mais où il était noté que porter seule la charge émotionnelle des secrets, notamment ceux qui mettent en jeu la sécurité des personnes, donc impactantes avec des violences, ou la pérennité du couple, qui créerait finalement des fausses bases de couple et un sentiment légitime de trahison et d'inconfort, d'insécurité, c'est une source majeure de stress et d'épuisement moral pour le clinicien. L'importance de la qualité de la formation, de l'intervision et de la supervision est essentielle à cet endroit pour permettre aux thérapeutes d'être accompagnés
dans ces situations. Je vous ai préparé, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, c'est bon? Je vous ai préparé une petite étude de cas, juste, on en a évoqué une tout à l'heure, mais peut-être une autre étude pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Je ne vous ai pas fait de diapo dessus, vu que je ne suis pas très douée sur les diapos. Là, j'étais vraiment au taquet. J'ai réussi à mettre du bleu dans le fond, donc voilà, franchement, oui, c'est la première fois, donc je le souligne quand même. Donc, dans cette étude de cas, je vais vous situer le contexte. Donc, on a des noms fictifs, bien sûr. C'est Marc et Sophie qui arrivent en couple. Marc a 45 ans et Sophie 43. Ils sont mariés depuis 15 ans et ils ont 2 enfants. Et le motif de la consultation, c'est une absence de désir, mais aussi une stagnation relationnelle. C'est ce qu'ils disent, en fait. Avec un manque d'intimité, des disputes fréquentes, pour des futilités et un sentiment d'éloignement. Ils disent vouloir retrouver leur complicité d'antan parce que quand ils se sont rencontrés il y a 15 ans, c'était parfait. Le cadre est donc posé lors de la première séance. Le thérapeute a clairement énoncé tout son cadre professionnel et en particulier cette règle concernant le secret et l'engagement envers l'honnêteté du système conjugal, c'est-à-dire que si un secret impacte trop fort le système couple et mettrait à mal la thérapie, il y aurait du coup la nécessité soit d'une révélation, soit d'un arrêt de la thérapie de couple. La révélation arrive en séance individuelle, après 3 séances communes, c'est-à-dire qu'on avait vu le couple 3 fois, et puis ces 3 séances communes n'avaient pas permis de débloquer la situation. Marc est vu du coup en entretien individuel, il en exprime aussi le besoin, il dit vraiment, là les thérapies de couple ça stagne un peu, on est toujours au même point. Donc, j'aurais vraiment envie et besoin d'une thérapie en individuel et comme vous le faites, ça tombe très bien. Et en fait, au téléphone, il me dit avoir besoin de parler de ses angoisses avant d'exploser. Et le secret de Marc arrive. Marc révèle qu'il a une liaison active depuis 6 mois avec une collègue dont il est vraiment très amoureux. Et il n'a absolument aucune intention d'arrêter cette relation et est en réalité en pleine réflexion sur une séparation, mais n'a pas le courage de l'annoncer à Sophie. Le dilemme, vous l'avez ici, le travail de couple sur la complicité est complètement faussé, car Marc travaille en secret à la sortie du système conjugal. C'est aussi ce qu'on retrouve dans des calendriers cachés, vous voyez, c'est j'attends que mon fils aille à l'école. J'attends que ma fille ait son bac, parce que là, ça la perturberait trop, vous comprenez. J'attends d'avoir un CDI pour avoir un appartement pour partir. En fait, on se retrouve à détenir la clé de la souffrance actuelle de Sophie et du potentiel échec de la thérapie. Dans la gestion pratique de notre posture, en phase immédiate, on va avoir la confirmation du secret et le rappel du cadre, comme on l'a vu. Donc, on va rappeler immédiatement à Marc la règle établie. On ne peut pas continuer la thérapie de couple dans ces conditions et on ne peut pas rester en tant que thérapeute l'allié d'un secret qui contredit l'objectif de la thérapie, qui serait de sauver ou d'améliorer la relation. L'objectif va être éventuellement d'amener Marc à choisir entre 2 voies qui sont assez claires, révéler la liaison et la décision de séparation à Sophie lors d'une prochaine séance de couple. Et le travail à ce moment-là passera par l'accompagnement de la crise, de la colère éventuelle, de la tristesse, de la séparation et du coup d'une reconstruction, mais sur une base honnête. Ou de ne pas être en capacité, j'aime pas trop refuser parce que voilà, c'est juste peut-être qu'on est dans l'incapacité de révéler
le secret pour le moment. En cas, dans ce cas-là, Marc a refusé catégoriquement, enfin n'a pas pu parler de sa liaison et la thérapie s'est arrêtée et a été replacée en individuel. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y aurait certainement beaucoup d'autres choses. J'ai essayé d'être le plus clair possible sur ce sujet qui fait débat en fait, mais qui nous pose à tous problème, je pense, qui arrive souvent en supervision, souvent en intervision, qui n'est pas forcément traité dans les livres. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé beaucoup de lectures sur le sujet. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Fabienne pour ce sujet effectivement délicat. On a quelques questions, est-ce que tu acceptes? Bah oui, bien sûr. Merci. Justement, dans le cas où tu dis que la thérapie doit s'arrêter parce qu'elle n'avance pas, étant donné que tu annonces ton cadre au début en disant que s'il y a un secret, soit il doit être révélé, soit la thérapie va s'arrêter. Quand tu annonces que la thérapie... Après, tu peux donner aussi d'autres... si tu veux noyer le poisson... Mais moi, ma question, c'est... Tu à peux... un moment donné, tu as quelqu'un qui a dû te dire pourquoi on arrête, il y a un secret. Alors, dans les faits, ta question est très pertinente parce que je ne donne pas que cette situation qui ferait que la thérapie s'arrête. Donc, finalement, si la thérapie est bloquée, quel que soit le cadre, ça peut être un secret mais autre chose, et que je ne peux pas travailler dans les faits, eh bien, je vais également... Je vais arrêter la thérapie de couple sans être rejetante. Je vais juste te dire que ce n'est pas le protocole adapté. Imagine que tu ailles chez le médecin et qu'on te donne un traitement parce qu'on a fait un diagnostic, mais que finalement, ça soit pas tout à fait le bon diagnostic, soit pas tout à fait la bonne molécule. Bah, voilà, le médecin il va te dire je vais changer de traitement. Et tu ne vas pas lui dire pourquoi vous changez de traitement. Enfin, tu peux lui dire, mais bon, voilà, c'est un peu la même chose. Donc, en thérapie, on est censé, on connaît, on va dire, des protocoles, on a des connaissances théoriques, cliniques, pratiques, et les patients nous font confiance. Donc, si on leur dit que c'est plus adapté, du coup, c'est plus adapté. Mais effectivement, si vous dites la seule chose qui ferait qu'on arrête la thérapie, c'est qu'il y ait un secret qui est révélé, là, vous êtes grillé. Tout à fait. Ouais. Pardon, il y avait une question. J'en ai deux questions. Ouais. Je te les dis les deux d'un coup. Ouais. De façon hyper pragmatique, en fait, si tu les prends, si je comprends bien, tu les prends les deux en individuel, mais vis-à-vis de la personne qui n'a pas le secret, tu restes, il me semble, quand même en position un peu d'équilibriste. Effectivement, on est comme un funambule sur son fil. Et c'est pour ça que c'est une situation qui, à mon sens, mais après on partage avec tous, puisque vous êtes tous des thérapeutes et vous avez tous une expérience, à mon sens, c'est une situation qui ne peut pas s'éterniser. C'est-à-dire qu'on peut faire une séance, éventuellement deux, éventuellement décaler la séance de couple, et puis on ne peut pas rester dans cet inconfort-là vis-à-vis de l'autre, et puis pour soi-même, en tant que thérapeute, c'est très, très, très désagréable. Oui, merci de l'exposer. Je m'interroge par rapport à la structure psychique de Marc, qui est dans la révélation d'un secret alors qu'il est volontaire pour une thérapie de couple, puis après il demande une thérapie individuelle, il n'est pas du tout clair, ce Marc. Voilà. Et donc ce qui explique l'épuisement professionnel du thérapeute aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il est dans une forme de perversion, Marc? En tout cas, il est très... alors, oui, j'entends ce que tu dis. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait de Sophie dans ce cas-là? En fait, on la lâche. Alors, en l'occurrence, Sophie, on peut lui proposer aussi une thérapie en individuel, mais de toute façon, là, je les ai renvoyés chacun chez des thérapeutes et pas moi, en fait, parce que j'étais plus adaptée. Parce que j'étais au milieu du système, donc moi, je ne peux plus les recevoir. Oui, là, ils sont hors cadre, enfin, ouais. hors cadre.
Oui. Il y avait encore des questions? Est-ce que si Marc te dit, je sais pas, c'est très difficile, je sais pas si j'aurai le courage et tout, j'ai besoin de temps, et j'ai aussi besoin de temps pour gérer l'autre relation, parce qu'il y a une troisième personne dans le truc. Est-ce que tu penses que c'est possible de l'aider à tempérer dans la mesure où il dit, je vais le faire, mais j'ai besoin de temps? Bah, moi, je peux... Temporiser, pas tempérer. Oui. Mais ce sera à lui, à ce moment-là, me semble-t-il, de le dire. En l'occurrence, ça ne s'est pas passé comme ça, mais j'imagine que ce serait à lui de l'exprimer du coup dans la consultation de couple et de dire, bah, voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'un espace pour que mon désir revienne. Enfin, voilà, ou pour réfléchir au fait que mon désir puisse revenir, puisque c'est ça qu'il va dire. Et puis moi, je ne les reçois plus en couple dans tous les cas. Mais c'est un sujet vraiment... je savais que ça serait... C'est un sujet, c'est vrai, très délicat. Et Ouais. moi, je me demandais si, finalement, Marc, en délivrant ce secret, il prend, vous en l'occurrence, il ne vous prend pas en otage. C'est une tentative, en tout cas. Oui, du coup, peut-être plus qu'une tentative, parce que du coup, la thérapie s'arrête de couple. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'une supervision pour se dégager de cette prise d'otage et pouvoir travailler aussi avec sa femme et que quelque chose du couple émerge, qu'elle, à un moment donné, je ne sais pas, finisse par dire mais qu'est-ce qui se passe réellement dans mon couple? C'est une question, hein. Mais je trouve qu'il barre tout. Oui. Ouais, vas-y. Ouais. Oui, on note la perversion, enfin la manipulation, la tentative de manipulation. Alors, à mon sens, on est vraiment sur une question qui pose problème, qui fait débat, je pense, pour nous tous. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est retrouvés à cet endroit. Moi, mon cadre, il était posé, donc pour moi, c'était clair. De la supervision, mais je continue à en faire, hein, bien sûr. Ouais. C'est quand même elle qui l'amène en thérapie de couple. Donc, elle sait que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose, même si son inconscient lui dit. Oui, oui. C'est elle qui est demandeuse. Quand même. Oui. Donc moi, je les ai renvoyés en thérapie individuelle et voilà. Mais c'était peut-être pas la bonne approche. Me permettre effectivement, pour ma part, dans l'expérience que j'ai pu en avoir, le fait de poser un cadre thérapeutique qui puisse anticiper un peu ces situations-là. De rappeler premièrement aux patients que si on est là, c'est pas juste pour qu'ils nous confient quelque chose et qu'on se le garde. S'ils sont là, il faut déjà clarifier leurs besoins. Est-ce qu'ils viennent là pour améliorer la situation, que ce soit en sortant du couple ou en continuant le couple? Et donc, pour moi, ça vient souvent dans la responsabilisation, c'est-à-dire ce que vous venez faire en travail de couple, en travail individuel, quelle est vraiment votre intention? Maintenant, de rappeler au moment où on va peut-être le recevoir en individuel et dire voilà, là je le reçois en couple, parce que ça permet de voir la dynamique de votre couple, mais je peux aussi être amené à vous demander de venir en individuel parce que parfois le dysfonctionnement peut être dû soit au couple, soit aussi à ce qui dysfonctionne chez nous individuellement. Donc, venir les responsabiliser, pas les culpabiliser, mais en disant voilà, il y a peut-être des choses que vous pouvez améliorer vous, qui va vous permettre de vous sentir mieux et du coup d'améliorer le couple, etc. Et si à ce moment-là, il y a des choses qui sont révélées, de toutes les façons, les consultations individuelles sont confidentielles. Oui. Elles sont confidentielles, mais toujours à reclasser dans la responsabilité du pourquoi on vient en consultation individuelle. Oui. Donc si à un moment donné, il y a un secret qui est révélé, je pense que de ramener le patient à sa responsabilité et à son intention permet aussi à un moment donné de le recadrer, qui est que vous êtes venu en thérapie de couple. Oui. Est-ce que c'est vraiment pour le couple ou c'est pour autre chose? Et quelque part, c'est là aussi que je me suis rendu compte que le fait de faire payer une séance, le tarif de la séance aussi évite, quelque part, que la personne détentrice d'un secret à déposer s'installe là-dedans. Parce que quand on paye une certaine somme en consultation individuelle, si c'est juste pour bloquer le système, on en a déjà beaucoup moins envie. Donc moi, le fait de responsabiliser et de faire que le patient se retrouve en pleine conscience de si je dépose ce secret-là, si c'est pour rien faire, je bloque le système, dans ces cas-là, on va se retrouver combien de temps sans que les choses avancent. Et là, tout à coup, ça se débloque.
Mais je pense que le fait de vraiment travailler ce cadre thérapeutique-là, je pense qu'on ne le pose jamais trop, Oui. on n'y revient jamais trop, et de toujours donner du sens à ce que le patient y dépose en disant que c'est toujours précieux et que nous sommes là pour les aider, pour les accompagner à faire quelque chose de ce matériau-là, même s'il peut sembler être très sensible. Des fois, ils sont très, très surpris de la manière dont l'autre peut recevoir ce secret-là. Et ça peut être très, très bien. Absolument, et on est là pour ça, pour Oui. accompagner. Oui, complètement. Donc, chacun sa place, son rôle, sa fonction, et il faut toujours mettre tout ça en mouvement, quoi. Oui. Encore? Le cas de foi, c'est aussi le partenaire. Donc j'ai eu le cas de foi, en fait, on sentait que le partenaire comptait sur ma posture pour annoncer à l'autre en fait le secret. Qui bloquait la thérapie en attendant à chaque fois, en mettant même une petite pression légère. Alors effectivement, mis le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est le profil pervers qui met aussi une pression, qui manipule pour qu'il lui, il se déresponsabilise, comme disait Sandra. Et ça peut être extrêmement inconfortable. Et je me suis retrouvée, c'était vraiment mes débuts, coincée comme ça, entre à pas savoir vraiment comment faire. Et j'ai vraiment pas pu arrêter facilement cette thérapie. Je voulais vraiment dire que parce que des fois on ne sent pas qu'on est manipulé. Avec la pratique, on commence un petit peu à le repérer très vite. Mais l'épuisement et la fatigue. On dit toujours en cours que l'épuisement et la fatigue sont un très bon signe. C'est un signal en général d'une pratique perverse ou d'une tentative d'emprise ou de déviation ou autre. On le sent dans le contre-transfert du coup. Quand on se sent fatigué ou épuisé tous les mardis soirs à 18h, il faut se poser la question qui on a reçu mardi après-midi, pourquoi on ressent cet épuisement, et vous l'avez très bien dit, l'épuisement, le risque. Et c'est vrai que dans la thérapie de couple, on est plus à même de subir ça plus que dans la thérapie individuelle. On a souvent un des deux. Voilà. Oui, et la fatigue est un premier signe, il faut être vigilant. Oui. De toutes les façons, effectivement, ces personnalités perverses vont toujours aller dans nos failles. Donc c'est pour ça que c'est important d'être toujours en forme, parce que alors cela, on tout de suite voit, vous avez l'air fatigué, et là, bam. Donc c'est important, ça peut nous arriver d'être fatigué, c'est important de dire, bon ok, là je me ressaisis, je vais le cartoucher au bon endroit pour qu'ils puissent comprendre que je suis bien là. Voilà. Et ça c'est très important, et de toujours renvoyer à sa responsabilité, et du coup au cadre, parce que notre cadre, quand il est mal posé, à nous de le reposer, parce qu'on peut toujours revenir sur le cadre et dire, vous vous souvenez, le cadre dans lequel ces consultations auront lieu. Et il essaiera. Oui, mais dans ces cas-là, ça va aussi nous faciliter la possibilité de dire, si vous n'êtes plus OK avec ce cadre-là, on arrête. Si vous n'êtes plus d'accord. Parce que finalement, un cadre, c'est celui que l'on propose. C'est un contrat. Le patient, il est libre d'y entrer ou de ne pas poursuivre avec nous. C'est un contrat thérapeutique. C'est un contrat thérapeutique, oui. J'aimerais ajouter que le cadre, il est aussi pas que pour les patients qu'on reçoit, mais il est aussi pour nous, pour complètement. protéger nous de l'épuisement, garder aussi une santé mentale. Et on n'en a pas parlé, on ne l'a pas évoqué, mais le fait que vous avez aujourd'hui des patients qui utilisent les nouvelles technologies et qui sont très bien au fait et au clair et qui peuvent nous envoyer un WhatsApp avec des informations secrètes en dehors de la consultation et de la thérapie. Donc il y a aussi ces phénomènes, je dirais, d'emprise finalement, grâce aux nouvelles technologies. Et pourtant on l'a posé que non, en fait on ne communique pas par WhatsApp ou par mail, et ça ne va pas les empêcher finalement de prendre aussi cet espace d'essayer. de liberté qui est dans les outils. Absolument. Aujourd'hui. Ils peuvent tenter. Maintenant à nous d'être clair avec ça. Si à un moment donné, moi je sais par exemple, il m'est déjà arrivé, est-ce que vous avez bien reçu mon mail, vous avez vu ce que je vous ai envoyé? Je vous ai déjà dit que je ne lis pas les informations qui me sont données. Oui, mais est-ce que vous l'avez reçu? Et je ne réponds pas. Je dis, je vous ai déjà dit que je ne reçois rien en dehors de ce qu'il y a en consultation. Voilà. Il n'y a pas j'ai reçu ou j'ai pas reçu pareil. Vous avez peut-être déjà ce genre de situation. Par exemple, regardez le message que mon mari ou que ma femme elle m'a donc écrit et il tend le téléphone portable. Non, moi je ne lis pas. Vous voulez me le lire? Ah oui, mais ça va être très long. On a notre temps. Ah ben là, tout à coup, c'est beaucoup plus court. On n'a pas à prendre ce temps-là. La consultation, c'est le temps de consultation. Ils l'occupent comme ils le veulent. L'heure commence là, elle s'arrête là, c'est le cadre.
s'il y a donc la frustration, ça fait aussi partie du processus. Et quelque part, ça renvoie la prise d'otage à la personne qui a tenté. De toute façon, qu'il tente, c'est une chose. Qu'ils y arrivent, c'en est une autre. Mais comme tu le dis très bien, c'est important de se rappeler que ce cadre-là est là pour nous protéger aussi. Et on n'est pas obligé de suivre tout le monde. On peut à un moment donné dire aussi à un moment donné à des patients qu'on préfère les orienter vers d'autres personnes. Point barre, si vous vous sentez en danger, si vous vous sentez fragilisé, c'est pas bon de prendre sur vous parce qu'il y a d'autres patients qui vous correspondront mieux, avec lesquels vous serez bien et qui ont besoin de votre énergie. Donc si vous le sentez, c'est justement important d'en parler en supervision, d'en parler à des collègues pour trouver la force d'énergie de dire j'arrête là, je vous envoie vers. Parce que c'est pas être un mauvais professionnel, c'est juste être un professionnel conscient et respectueux de lui-même. Et c'est comme ça qu'on est aussi conscient et respectueux des autres. C'est d'ailleurs très bien perçu. Absolument. Franchement, notre carnet d'adresses est formidable. Enfin, on nous remercie très souvent d'avoir réorienté. Tout à fait. Et de toutes les façons, dites-vous bien une chose, même quand des fois au début on se dit oui, mais bon, j'ai pas beaucoup de patients, je peux pas me permettre. Si. Vous savez quoi, le manque, la peur du manque attire le manque. Sur ce, merci beaucoup Fabienne. Merci beaucoup de nous avoir. Merci à vous.